Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, j'ai décidé de vous faire une petite compilation de la mini-série sur le legal design qui a eu beaucoup de succès. Je vous propose de retrouver tous mes invités sans plus tarder. Chacun à sa manière livre sa vision du legal design et vous explique comment il la pratique. Ah, information importante, Spotify permet désormais aux fans de podcasts de noter leurs émissions préférées. Une note globale s'affiche lorsqu'au moins 10 notes ont été soumises. Alors surtout, soyez généreux avec les étoiles. Bonne écoute! Mon premier invité était Didier Kettels, juriste et entrepreneur social, et il nous explique le cheminement qui l'a conduit au legal design. Toujours pas revenir dans ce monde traditionnel du droit, mon parcours m'a amené vers l'enseignement. Voilà. Je me suis dirigé vers l'enseignement et l'enseignement technique et professionnel. Et là, je voulais transmettre le droit à des futurs maçons, des électriciens, etc. Et là, je me suis rendu compte que, au bout du compte, deuxième constat, c'est que ces personnes-là, c'était les personnes qui étaient le plus susceptibles d'avoir des problèmes ou de rencontrer le droit. Les problèmes juridiques dans les problèmes juridiques. Et c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'était les gens qui étaient le moins outillés pour ça. Et donc, il y avait une double peine, si vous voulez. Toutes les études le montrent que c'est ces publics-là et les chefs d'entreprise qui sont le plus susceptibles d'être confrontés au droit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait parce que le droit, il est dans la vie de tous les jours. Et donc, voilà, c'était un ressenti. Et puis, dans mon parcours, le réseau, etc., m'a fait croiser quelqu'un qui avait lancé le droit quotidien, qui était une toute petite association de loi 1901, très, très locale. Et alors, on a été les 2 premiers salariés. Et là, pendant 10 ans, on a expérimenté plein de choses. Plein de choses. On a expérimenté l'écriture, la formation, les animations dans des maisons d'accueil. Enfin, on a expérimenté plein de choses. Pour arriver donc, parmi ces choses, pardon, je te coupe. Parmi ces choses, j'imagine qu'il y avait, alors peut-être qu'on ne mettait pas ce nom-là dessus à l'époque, mais il y avait aussi du legal design dedans. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu veux, ce qu'on s'est assez rendu compte, c'est que tout ce qu'on expérimentait, ça portait un nom. Ça portait un nom et c'était le fondement du legal design. C'est-à-dire, le fondement du legal design, c'est d'être user-centric, comme on dit, d'avoir une attention sur l'utilisateur. Et nous, notre focale, chaque fois qu'on intervenait publiquement, grâce à toutes les questions qu'on nous posait, on avait vraiment ce point de vue-là. On ramenait la perception. C'était la base de votre réflexion, en fait. C'était la base de notre réflexion. Et on ramenait toujours, mais non, le citoyen, il ne rentre pas dans le droit comme vous. Le citoyen rentre dans le droit d'une autre manière. Et là, on s'est rendu compte, cette expérimentation, c'était du legal design. Essayer de s'écarter, en fait, du fait que le droit est fait pour les juristes, quoi. Tout à fait. Et que l'avocat, quand il intervient à un moment beaucoup plus tardif dans le problème. Quand vous êtes dans Et donc, il a une perception de la réalité qui est quand même vachement différente. Que le théoricien, le juriste, il est formé à une structuration, du général au particulier. Le citoyen, il va partir de son propre problème. Puis-je garder ma maison? Et après, va se poser la question du type de divorce et des implications. Donc, et que le juriste, il a tendance à noyer le poisson. Donc, voilà. Et donc c'est tous ces points de vue-là qu'on a développés. Et on s'est rendu compte qu'on est en train de faire du legal design. Alors, nous, on a creusé, on est rentré dans le legal design par le langage. Là, on s'est rendu compte qu'on a un peu ouvert l'esprit et on est allé dans d'autres pays. Et on est allé au Canada notamment, et on a participé à 2 réseaux qui s'appellent le Plain Language Movement et Clarity Movement, qui sont 2 réseaux qui rassemblent les gens autour de la communication claire. Clarity, c'est plutôt sur la communication juridique claire. D'accord. Et là, c'était sur la question du langage, de la communication, etc. Et on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avait un nom, le legal design, et qu'il y avait quand même un point commun par rapport à ça, c'est que c'est la langue. Et que tout ce qui se passait dans le monde anglo-saxon était super intéressant, parce qu'il existe des initiatives en langue espagnole aussi, voilà. Mais il y avait quand même quelque chose qui était lié à la langue et au langage. Et donc, c'est ça qui a amené notre idée, avec nos amis canadiens à l'époque, une dizaine d'années, de dire on va créer un collectif qui rassemble des gens qui traitent le droit en français. Voilà. C'est un peu ça, le parcours.
Marie Potel-Saville, qui a créé Amourabi en 2019, nous explique sa vision de la pratique du legal design. Pour elle, la clé du succès, c'est la multidisciplinarité et la co-création. Chez Amourabi, de qui tu t'es entouré? Parce que j'imagine que la collaboration des profils et des expertises, c'est la clé du succès. Dans le legal design, il y a bien sûr le legal, mais il y a le design. Et comme dit Margaret Hagan, c'est l'interdisciplinarité qui est la règle, en fait. Exactement, ça c'est fondamental. Il ne s'agit absolument pas de rendre les juristes plus ou moins designers ou de transformer les designers en pseudo-sachants en droit. Ce n'est absolument pas le but. Au contraire, on est chacun bien sur nos expertises et ça demande des très bons experts de chaque discipline. Et c'est la valeur que l'on crée, elle naît de la pluridisciplinarité. C'est exactement ça. Donc, au sein d'Amourabi, il y a évidemment des designers. Alors, designers graphiques, designers de services, designers UX. Il y a toutes les palettes du design, bien sûr, puisqu'il n'y a pas du tout que le design graphique, même si c'est intéressant et engageant en tant que tel. Il y a évidemment des juristes très solides techniquement, en particulier en technique contractuelle, pas mal en compliance aussi, pas mal en données personnelles, parce que les données perso, c'est à peu près un tiers de notre activité, sachant qu'on s'appuie évidemment aussi toujours sur nos clients, puisque nous, on n'est pas un cabinet d'avocats, on ne délivre pas d'expertise juridique en tant que telle. En revanche, pour assurer que l'on ne va pas changer la portée du document qui nous est confié, il faut avoir cette expertise juridique pour travailler à droit constant quelque part par rapport au document d'origine. Et puis, au fur et à mesure des projets, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une dimension de facilitation du changement qui était très prégnante et qu'il fallait du coup qu'on s'entoure de compétences supplémentaires dans ce domaine-là en particulier. Donc, on est très, très heureux de collaborer avec Dominique Ashby, qui est une experte de la gestion du changement par les neurosciences. On collabore avec Dominique depuis 2 ans à peu près, avec beaucoup de succès, notamment dans un projet pour Orange qui a vraiment eu des résultats fantastiques. Et donc, les neurosciences, c'est extrêmement important dans notre démarche parce que finalement, quand on est à la fac de droit, moi, j'ai le sentiment a posteriori qu'on passe à côté de très nombreuses disciplines qui pourraient être des leviers d'efficacité du droit. En fait, on se prive de leviers d'efficacité. Et c'est terriblement dommage parce que pour ne citer que les neurosciences, mais il y a d'autres leviers. Oui, il y a la psychologie, il y a la bien sûr. il y a... Oui. Bien sûr, bien sûr. La sociologie, tu l'as dit. En tout cas, pour ce qui est des neurosciences, c'est absolument fondamental quand on fait un métier de conviction, parce que qu'on ait à convaincre un juge ou des interlocuteurs en interne, ça reste ça. Quand on fait un métier de conviction, pouvoir avoir une meilleure compréhension de la façon dont le cerveau va capter l'information, qu'est-ce qu'il va retenir, où le cerveau va mettre son énergie pour peut-être agir par réflexe et ne pas lire du tout, ou au contraire, mettre un peu d'attention pour résoudre un problème, c'est fondamental. Où est-ce que ses yeux vont aller dans un... Mais oui. Comment l'œil capte, comment ça remonte au cerveau, c'est fondamental si tu veux lutter contre un fléau mondial qui est le blind signing des privacy policy, par exemple. C'est un fléau par rapport au consentement informé, au consentement éclairé qui est requis dans le RGPD, mais de façon mais même maintenant, avec malgré le RGPD, c'est soit précoché, soit on coche de toute façon, parce que sinon on n'a pas accès. Donc il n'y a même plus cette lecture. Exactement, et donc c'est un problème juridique parce que tu n'as pas le caractère éclairé du consentement, donc tu te mets en risque, mais c'est aussi un fléau. Il y a un rapport très intéressant de l'OCDE en 2018 ou 2019, je ne sais plus, qui pose le postulat que l'opacité de l'information en ligne, liée au fait que les conditions générales en ligne, les privacy policy en ligne ne sont pas du tout compréhensibles et ne sont pas faites pour ça, l'opacité que ça crée devient une menace pour l'économie de marché. Siem Ayadi a travaillé dans de nombreux groupes français et elle a fondé Juridi Legal Design en 2019. Elle revient sur la méthode du legal design en 5 étapes qu'elle applique avec ses clients.
tout cas l'application de la méthodologie du legal design, qui est en 5 étapes, qu'on peut citer par la suite, c'est l'état d'esprit du juriste pour se déconcentrer sur sa matière et essayer d'aller vers son client pour comprendre son besoin et pour répondre de façon opérationnelle à des problématiques juridiques. Alors, du coup, c'est quoi les 5 étapes? Les 5 étapes, la première et pour moi la plus importante, c'est l'empathie cognitive, c'est-à-dire comprendre l'environnement, le besoin et la personnalité de ses clients avec une méthodologie qui peut s'apprendre pour les juristes. Avec l'empathie, donc, on comprend le besoin client, les contraintes, le ressenti de son client. Par la suite, c'est la deuxième étape, c'est la définition de la problématique juridique en partant du problème opérationnel du client interne, ou pour les avocats, leur client externe. La troisième étape, c'est l'idéation, c'est-à-dire c'est la base du métier du juriste. Je viens explorer toutes les solutions juridiques possibles pour pouvoir proposer des solutions pragmatiques, opérationnelles à mon client. Et l'idéation, il s'agit de savoir faire du brainstorming, c'est-à-dire faire jouer et développer l'intelligence collective d'une équipe juridique. Par la suite, on commence à rédiger sa réponse, on utilise les notions de langage juridique clair et visuel. Et la dernière étape, c'est le test, c'est on construit un prototype, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous les juristes, mon projet de mail ou de contrat ou de ce qu'on souhaite comme information juridique. On l'envoie à son client et on essaye d'avoir son retour, son feedback pour améliorer notre document ou notre prestation ou notre organisation. En fait, la dernière étape, c'est une itération. Là où le juriste peut pécher, c'est qu'on n'a pas la culture de l'erreur et de l'itération, de la remise en question. Et se dire, j'ai proposé une solution, je vais faire en sorte de l'améliorer constamment. Et donc, je me remets en question, je retravaille ma solution pour l'améliorer, in fine, dans un besoin de satisfaire son client et d'être business partner, opérationnel, apporteur de solutions et non pas uniquement un expert en droit, un sachant qui dit la règle de loi, sans pour autant proposer des solutions pragmatiques, opérationnelles et engageantes pour ses clients internes. Lydia Zunino et Olivier Beaujean, tous deux ont une double formation en droit et en communication, et ils reviennent sur les formations en legal design. Je rebondissais sur cette volonté d'être clair. C'est vrai qu'en France, là, les premières démarches aussi qu'on fait, je dirais, c'est autour de 2 grands publics. Le premier public, c'est les étudiants, parce qu'on mène des actions ponctuelles de sensibilisation au langage clair. Par exemple, on l'a fait très récemment avec l'école doctorale de Bordeaux. Mais tu as aussi des universités, par exemple celle de Cergy ou Saint-Quentin, ou des écoles de commerce qui intègrent le langage clair dans leur formation de manière pérenne. Donc, ils sont sensibilisés, je dirais, dans la durée à cette volonté de créer de la clarté dans la communication juridique. Oui, tu veux dire, c'est intégré au cursus aussi bien que l'histoire du droit, ou maintenant c'est... Oui, ça fait vraiment partie. Tu as des modules, alors c'est variable, ça peut être de 2 à 3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 20 heures, qui sont dédiés au langage clair et au langage clair appliqué aux techniques contractuelles, appliqué au droit des affaires, même appliqué au droit boursier. Donc, tu vois, on avance. Alors, on est au tout début, mais ça commence, c'est important de le noter. Le retour des étudiants que vous avez, leur réaction face au legal design? Écoute, cette question, elle est vraiment d'actualité parce que lundi, j'assistais à la soutenance comme lecteur d'une étudiante, la soutenance d'un mémoire d'une étudiante qui terminait son master dans une université, l'UC Louvain, ici en Belgique, et qui a rédigé un guide pratique des droits du patient en utilisant complètement la méthode du legal design. Et donc, elle a sondé, elle a sondé les patients. C'est pas médecin, sonder les patients. Elle a procédé à un sondage auprès de patients, voir quelles étaient leurs attentes. Elle a prototypé son guide. Elle a après refait un testing. Et donc, elle a vraiment initié
initié cette méthode du legal design dans la rédaction d'un mémoire, ce qui était tout à fait novateur. Et donc, elle a dû se battre avec son promoteur, le professeur Jean-Marc Homans, pour pouvoir imposer cette méthode par rapport à des méthodes académiques très traditionnelles. Et donc, son retour à elle, c'est un grand vent de fraîcheur de se dire, tiens, finalement, moi, dans mon mémoire, j'ai pu mettre en pratique des choses qu'on ne m'apprend pas spécialement. J'ai dû découvrir une nouvelle méthode que j'ai mise en pratique, de choses qu'on ne m'apprend pas spécialement au cours de mon cursus. J'ai géré un projet seul en impliquant toute une série de personnes et en centrant mon travail quelque part sur l'utilisateur, qui est évidemment la finalité même du legal design. Et quelque part, c'est remettre le droit au centre des préoccupations humaines, des préoccupations des personnes auxquelles il va s'adresser, que ce soit un client, un citoyen. Donc voilà, je pense que c'est faire revenir le droit vers sa fonction première. Romain Gérardin est designer UX et enseignant en design, et Sidi Juste est juriste d'entreprise et passionné de nouvelles technologies. Ils reviennent sur la définition du design, le Legal Design Summit d'Helsinki en 2019, et ce que signifie vraiment être empathique. Design, c'est un processus intellectuel créatif qui va être pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, qu'elles soient petites ou grandes, liées par exemple à plusieurs types d'enjeux, qu'elles soient économiques, sociaux, environnementaux, et par exemple, si on rajoute juridique aujourd'hui avec le legal design. Sur ma propre définition, je dirais que le design, c'est surtout une manière de concevoir, de créer par une intention et une émotion, où on va pouvoir avoir plusieurs aspects, dont l'aspect pratique, l'aspect esthétique et l'aspect surtout, et le plus important, fonctionnel, parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, le design, en fait, c'est un mot qui n'a pas de définition unique et assez définitive. C'est vraiment un mot qui va avoir plusieurs typologies de définition, mais ce qu'on peut retenir, en tout cas du design, c'est que ça va vraiment être une manière de concevoir des solutions à partir de problématiques définies, et c'est surtout un univers qui va être pluridisciplinaire. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la notion d'esthétique, en fait. C'est ça aussi le message. Exactement. Le design, ce n'est pas créé pour faire du beau, c'est quelque chose qui est très subjectif. Mais le design est vraiment, en premier abord, quelque chose qui doit être fonctionnel et aussi pratique. Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne mais qu'on ne peut pas pratiquer, qu'on ne peut pas utiliser, ça va être un peu compliqué. Et après, on amène l'aspect de l'esthétisme dessus. Oui, en fait, il vient en dernier quasiment, l'aspect esthétique. Oui. Il est important aussi. Hein. Les trois sont importants, il ne faut pas les négliger. Mais il faut vraiment prendre ces trois mots, en tout cas ces trois mots d'ordre, dans le sens pour tout le monde. Et comme préalable, c'est très clair. En France, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs, mais en fait, je peux citer par exemple le Legal Design Summit d'Helsinki, dans lequel nous nous sommes rendus en fin 2019 avec Romain. Et là, en fait, on a pris un vrai bol d'air frais. C'est-à-dire que, quand je dis bol d'air frais, je ne parle pas seulement de la météo d'Helsinki, mais en fait, on a vécu une expérience rafraîchissante parce que c'est un événement vraiment fondateur. Où il y a un vrai esprit communautaire et on constate vraiment un impact systémique du legal design à travers le monde, et que ce soit en Amérique latine, en Europe du Nord, etc. Donc là, c'est encore une communauté qui est en train de se bâtir, mais très soudée, avec beaucoup d'interconnexions à travers le monde. J'ai compris également qu'en fait, l'empathie, qui était pour moi qui était juste une qualité humaine, une sorte de compétence molle, comme on dit, j'ai compris que l'empathie, c'est une véritable stratégie d'innovation. Et souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les juristes, à la base, ils ne sont pas dépourvus d'empathie. En tout cas, ce serait un peu compliqué. Je veux dire, un avocat, pour répondre aux problématiques qui lui sont posées, il faut bien qu'il comprenne les problèmes que vivent ses clients. Mais il y a une grande différence entre l'idée qu'on se fait en fait de ce que vivent des clients ou des utilisateurs ou des justiciables ou ce qu'on veut, et la réalité des choses. Et en fait, pour illustrer ça,
par exemple, dans le cadre des projets numériques chez Value, en fait, tous les clients, au début, pensaient connaître parfaitement leurs utilisateurs. Et pourtant, au bout de 2 séances de workshop avec les designers, les certitudes, elles tombaient. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment un article très intéressant où c'est le fondateur d'une Legal Tech qui est un ancien avocat, pourtant, qui a plusieurs années de barreau. Donc, il a côtoyé beaucoup d'avocats dans sa carrière. Et disait qu'il avait quand même réalisé, avant de concevoir sa solution de SaaS, il avait réalisé plus d'une centaine d'interviews de confrères avant de construire sa solution. Et qu'il s'était rendu compte qu'au final, les gens qu'il côtoyait pourtant tous les jours, quasiment tous les jours dans le cadre de son métier, il ne connaissait pas forcément les frictions, les problématiques qu'il rencontrait, alors que lui-même est avocat. Et en fait, c'est vraiment ça. Pour un juriste, en fait, l'empathie, il faut être capable en fait, de sortir de sa zone de confort. Et ça implique en fait de vivre une expérience immersive avec ses utilisateurs. Et donc, ça implique aussi de se méfier un peu de son ego, même inconscient, qui consiste à penser qu'on connaît naturellement les préoccupations ou les frictions de ses utilisateurs. Sophie Lapissardi est avocate spécialisée en droit public des affaires et elle a mis au point une méthode pour se former au legal design qui s'appelle LexClair. Elle revient dans le détail sur ce qu'est le legal design et ce qu'il n'est pas. Avec le legal design, en fait, c'est un changement de mindset, c'est un changement d'état d'esprit. On va mettre en exergue son expertise parce que justement, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace, plus claire avec nos clients. Et là, peut-être, c'est le moment de refaire un point sur ce qu'est le legal design. Surtout, il ne faut pas imaginer que le legal design, ce n'est que des pictos, de la couleur, des infographies. C'est pas du tout ça. Le legal design, en fait, c'est vraiment la manière dont on va communiquer de l'information juridique à un interlocuteur. À chaque fois qu'on rédige un document, on se pose la question de savoir à qui on va écrire ce document, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Il y a cette phase d'empathie qui est absolument fondamentale dans le legal design et qui est vraiment totalement révolutionnaire quand on commence, parce que souvent les gens me disent mais oui, je sais à qui j'écris, je sais, oui, mais quand on commence à poser les questions et à travailler avec ce que l'on fait avec LexClair et au cabinet, avec une carte d'empathie en se disant qui est notre client, qu'est-ce qu'il attend de nous, quels sont ses freins, quels sont ses besoins, et bien là on se rend compte en fait qu'on passe souvent, mais très souvent, à côté de beaucoup d'informations qui vont être capitales dans la manière dont on va structurer sa réponse, sa consultation, son mail, ses écritures contentieuses, sa présentation PowerPoint pour un client ou pour un DJ qui va aller le présenter ensuite à sa direction. Voilà, c'est vraiment fondamental. Donc, le legal design, ça n'est pas que de l'esthétique, loin de là. C'est beaucoup plus profond. C'est un travail en profondeur où on va travailler sur l'interlocuteur, sur l'utilisateur. Qui est-il? De quoi a-t-il besoin? Et ensuite, on va restructurer ces documents, mais on parlera sûrement de la méthode. Voilà. Mais c'est important parce que j'ai souvent eu aussi le sentiment que le legal design n'était pas compris parce qu'on le voyait comme quelque chose de très superficiel et que justement on escamotait un peu tout le travail, toute la rigueur juridique liée à notre travail, juriste, avocat, peu importe, mais c'est surtout pas ça. C'est vraiment, on garde la même rigueur, on fait le même travail de recherche. La seule chose, c'est qu'on va le présenter différemment parce que nos interlocuteurs ne sont pas des juristes ou sont des juristes mais pas spécialisés dans notre domaine et qu'à ce moment-là, c'est à nous de nous mettre à leur portée. Oui, en fait, quand je t'entends, je me dis que en fait, ça permet aussi à l'avocat finalement de creuser bien plus et de poser des questions jusqu'à l'utilisateur final. Les choses que, bien sûr, l'avocat il pose énormément de questions, mais peut-être que ça permet aussi d'aller encore plus loin finalement cette méthode-là. Complètement. Et d'ailleurs, on voit régulièrement quand on est en phase de rédaction. D'abord, en phase d'empathie, on voit beaucoup de choses. Et quand on est en phase de rédaction, souvent, quand on a du mal à rédiger, c'est qu'on se dit que il y a quelque chose sur lequel on est passé à côté de quelque chose. Et là, on revient, en fait, c'est un travail aussi itératif, et on revient et on se dit, là, OK, là, on a loupé quelque chose, donc on va recreuser ce point-là. Vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'au bout des questions du client. On se dit, mais oui, mais en fait, c'est ça vraiment dont il a besoin. Parce que la plupart du temps, nos clients n'arrivent pas à verbaliser un certain nombre de besoins qui sont
pas des besoins fonctionnels, hein, qui sont aussi des besoins psychologiques. Oui, il y a aussi une dimension psychologique, pas seulement dans le droit lié aux personnes, mais aussi dans le droit des affaires. Moi, c'est ce que je pratique au quotidien, le droit public des affaires. Et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes que l'on ne peut pas détecter dans un premier temps. Par exemple, cette directrice juridique, ce qui importait pour elle, c'était de faire, on va dire, bonne impression vis-à-vis de son COMEX. Ça, c'était important pour elle. Vous l'aurez compris, ce ne sont là que des morceaux choisis avec mes 8 invités. J'espère qu'ils vous auront donné envie d'en savoir plus et d'écouter les épisodes dans leur intégralité. Je vous retrouve en 2022 avec plein de surprises et des invités exceptionnels. D'ici là, passez de très belles fêtes.